Mesdames, Messieurs, bonjour. Guten Tag miteinander, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cet atelier au nom d'IGS. En tant que président, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce workshop est sponsorisé par IGS. Et c'est sur mandat de l'IGS que cet atelier sera enregistré. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez déjà pu faire connaissance avec Madame Valérie Savoie. Elle a pris la parole en plénière tout à l'heure. Inutile donc de la présenter à nouveau. Elle parle d'ailleurs très bien italien. On pourrait aussi continuer en italien. Je me réjouis beaucoup de voir ce qui se dira dans le cadre de cet atelier. Moi-même, j'ai une entreprise forte de 35 employés. La transformation numérique, la numérisation est pour nous un grand défi. Je suis donc impatient d'en apprendre davantage. Je vois aussi que dans la salle, il y a différentes personnes qui représentent la Confédération, les cantons, les employeurs, les employés. Bien du plaisir. Valérie, je te donne la parole. Merci beaucoup. Eh bien, cette salle est pleine à craquer. J'espère qu'au cours des 90 minutes qui suivent, nous aurons beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vous allez le voir, j'ai préparé peu de transparents. Par contre, je vous ai aussi distribué un document. Et j'aimerais bien éclairer ces 24 questions, ces 24 thèmes stratégiques qui vous ont peut-être assommé tout à l'heure quand je les ai présentés. Comment une PME doit-elle aborder ces 24 sujets? Eh bien, mon atelier consistera principalement à passer en revue ces 24 questions, à en discuter, à avoir un échange en plénière, voir qui a fait quelle expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous parlerons principalement allemand. Je pense que c'est en ordre pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous propose de commencer. Allons-y. J'espère que tout fonctionne. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Petit récapitulatif, peut-être que vous n'étiez pas là tout à l'heure. L'étude portant sur le développement stratégique à l'ère du numérique a été dirigée par une équipe conduite par Marc Peter. Elle a été publiée en 2021. Il était prévu qu'elle soit publiée en 2020, mais Corona oblige, nous avons repoussé ce délai d'une année. C'est une méthode que nous appliquons aujourd'hui à la Haute École spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. C'est donc un nouvel outil stratégique. Cette méthode ACT devrait en principe gagner en notoriété. Voilà les 7 domaines, les 7 champs d'application que j'aimerais peut-être repasser en revue. À moins que vous me disiez que vous étiez toutes et tous en plénière, j'en étais pas sûr. Peut-être que certains n'avaient pas encore été dans la salle tout à l'heure. Est-ce que nous passons directement à la méthode ACT? Oui. Quelqu'un se manifeste? Pouvez-vous lever la main si vous voulez passer directement à la méthode ACT? Qui aurait aimé revenir sur ces 7 domaines d'action? Bien. Une personne lève la main, mes excuses. Je pourrais toujours revenir sur l'un ou l'autre cas, mais on va directement maintenant sauter jusqu'à cette méthode ACT. Développement stratégique, donc à l'ère du numérique.
Quelle est notre recommandation avant de parler concrètement de la méthode ACT? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a d'abord un dialogue, il y a d'abord un échange pour qu'on parle de la même chose. Et peu importe qu'on soit en mode conseil, qu'on discute avec le conseil d'administration ou avec la direction, je recommande à chaque entreprise de se poser des questions autour du processus stratégique et des enjeux. Je pense qu'il sera approprié de parler de beaucoup d'exemples de cas. Il y a des clients, par exemple, qui travaillent sur une vision, qui confondent vision et développement stratégique. Comment implémenter cette vision? Eh bien, le travail stratégique consiste justement à mettre en œuvre une vision et pas à élaborer une vision. Il faut donc effectivement passer du temps sur ces stratégies. Mais pas seulement, parce que la stratégie, il faut encore l'implémenter, la réaliser. Et c'est exactement ça qu'il faudra faire avec le client. Quand on en discute au niveau de la direction, du conseil d'administration, on voit qu'il y a beaucoup d'approches en parallèle. Nous essayons d'approfondir toutes ces options avec nos clients. Imaginez-vous une table. Je suis certaine que chacun d'entre vous aura une autre idée d'une table. Donc on ne peut pas parler d'une table comme une simple table. Une stratégie n'est pas une simple stratégie. Il y a une multiplicité. Est-ce qu'on parle d'une table ronde, d'une table carrée, d'une table qui a 1 pied, 4 pieds en bois? Il est donc important de bien faire le point là-dessus. Et ce qu'on fait ensuite, c'est ce strategy check que vous avez déjà peut-être expérimenté vous-même. Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, malheureusement, mais c'est vraiment un instrument qui apporte un grand soutien, et nous recommandons d'ailleurs d'impliquer aussi les employés, pas seulement la direction. En faisant ce petit check, on voit quels sont les avis des collaboratrices, des collaborateurs. Tout est anonymisé, nous ne donnons pas les noms. Et cela donne une idée de l'orientation. C'est un bon point de départ pour le dialogue autour de la méthode ACT. On peut faire un bilan. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un atelier, non pas avec une société privée, mais avec une organisation de la Confédération. Et nous avons très rapidement réalisé, en l'espace de quelques minutes, qu'en fait, il n'y avait aucune stratégie, qu'il y avait beaucoup de thèmes qui étaient considérés comme des thèmes stratégiques, mais qu'au fond, il n'y avait pas de stratégie, qu'on ne savait pas non plus qui était en charge de la stratégie. Et c'est ainsi, et c'est pas forcément faux, c'est simplement le point de départ que nous avons choisi pour notre atelier. Nous avons donné un peu une autre tournure à cet atelier. Ces 7 champs d'application sont des pièces de puzzle et on a pu dégager quelques priorités dans ce puzzle. Voilà pour ce bilan qu'on fait comme entrée en matière. Il y a également la question des données. Par exemple, j'ai travaillé avec une grande société d'assurance récemment qui nous a prié de les soutenir dans l'élaboration d'une stratégie. Nous avions différents domaines, mais toutes les discussions étaient basées sur des suppositions. D'où notre réaction. Mais est-ce que vous avez des données pour étayer ces suppositions? La réponse était sans appel, non, nous ne pouvons pas trouver ces données parce que cela remonte trop loin dans l'histoire de notre maison. Donc, on essayait de se baser sur des faits. Mais c'était vraiment pour nous un enjeu important et c'est une recommandation que nous avons de ne pas travailler avec des suppositions mais avec des données, avec quelque chose que l'on peut vérifier. Après ce premier bilan, on procède à une priorisation pour élaborer une feuille de route.
Et ensuite, on arrive dans les phases suivantes qui consistent à mettre sur pied des ateliers avec des chefs de projet, des collaboratrices, des collaborateurs, bref, d'impliquer vraiment les personnes pour trouver des approches, des solutions. Et là, on entre dans la partie implémentation. Et dans cette phase-là, on ne mesure rien, donc c'est difficile de constater si on a finalement atteint l'objectif, s'il y a un succès qui vient couronner cette entreprise ou non. Donc, c'est une question qu'on se pose. Que peut-on mesurer? Combien de points peut-on mesurer? À quelle fréquence peut-on les mesurer? Mon expérience me dit qu'il existe des critères, il existe des chiffres clés, et je le sais de mon expérience au niveau opérationnel. Et c'est sur cette base-là que nous avons développé notre stratégie. Et ça n'est pas forcément des chiffres qui sont réservés à la direction. Les employés ont été informés de ces chiffres et pouvaient donc s'impliquer, participer à la création du processus. Et donc cette question de mesure, de fréquence de mesure et de but de ce que l'on fait avec les mesures est une discussion très importante. C'est vraiment là que le travail de développement stratégique prend une dimension opérationnelle, parce que c'est là qu'on peut agir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous pose la question parce que je n'entends pas de retour ou d'objection à ce que je dis. Revenons donc au strategy check. Comment peut-on identifier les projets? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec le strategy check, vous avez des pistes qui vous permettent d'aller plus loin. Il faut bien voir quelles sont les interactions, quelles sont les influences. Suivant si l'on tourne tel ou tel rouage, il faut bien avoir une vue d'ensemble. Eh bien, avec la méthode ACT, vous voyez qu'il y a des chiffres. C'est le voyage dans lequel on a décidé d'embarquer. Maintenant, chaque entreprise n'a pas besoin de s'attarder sur chaque case parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de pertinent dans chaque cas. Simplement, c'est là l'itinéraire que nous avons défini pour une entreprise type. Où commencer? Nous l'avons vu tout à l'heure, 50% des entreprises procèdent à des analyses de marché. 50% des entreprises affirment qu'elles ne procèdent jamais, ou presque jamais, à des analyses de marché. Je pose la question dans la salle. Qui sait si son entreprise effectue des analyses de marché pour les questions stratégiques? Il y a quelques rares mains qui se lèvent. Est-ce que certains ne savent pas ce qu'il en est? Pourquoi est-ce que ces entreprises procèdent à des analyses de marché? Réponse dans la salle, il faut connaître le marché. C'est bien là que c'est compliqué au début, et c'est souvent compliqué pour les entreprises au début. Comment collecter les données? Est-ce difficile d'y accéder, de les collecter? Collecter les données, c'est un gros effort. À un office fédéral, cela représente beaucoup de moyens. Exactement. Beaucoup d'entreprises renoncent pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour ce qui est d'une analyse de marché? On peut aussi parler d'observation, observer la concurrence, être attentif aux attentes, aux besoins des clients, analyser le marché dans sa diversité. Donc faire ce travail d'observation
intégrer ces observations régulières dans les réflexions. Effectivement, les faits, les données, cela représente un gros travail, surtout si on fait une collecte annuelle. Mais l'observation, l'échange avec les clients peut venir compléter cette approche. Ce qui ressort d'une analyse de marché va mener à un deuxième élément. Qui d'entre vous, et je sais qu'il y a des entreprises publiques ici, qui d'entre vous va aller à la rencontre, au contact des clients pour recueillir des retours? C'est pas seulement par rapport à la satisfaction que je fais allusion, parce que la satisfaction, c'est parfois un oui ou un non. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les attentes des clients. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Est-ce que vous menez des entretiens? Si oui, comment? C'est très personnel. Comment traitez-vous les informations? Est-ce que vous les intégrez dans des bases de données? Est-ce que vous les échangez? Donc vous en faites quelque chose. C'est quelque chose qui va être intégré dans la réflexion stratégique. Comment vous y prenez-vous? Quelqu'un d'autre? Comment collectez-vous les informations, les données des clients? On essaye de comprendre quels sont les besoins. Et c'est quelque chose que vous allez essayer de valoriser dans vos réflexions. Oui, c'est un indicateur pour savoir s'il faut aller de l'avant ou non dans l'implémentation d'une idée. Dans un atelier récemment, j'ai constaté que le client disait non à ceci, à cela. Donc l'entreprise se disait, bon, le client ne veut pas de ceci, de cela. Mais est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort clairement des discussions? Et on s'est rendu compte que c'était plus une question de perception et d'interprétation par rapport à ce qu'on pensait du client. À la fin du workshop, l'entreprise s'est dit, en fait, il faudrait quand même qu'on fasse le point concrètement avec le client, qu'on ne s'en tienne pas seulement à des perceptions. D'autant plus qu'il n'y a pas un seul client, le client n'existe pas. Poser la question au client, au singulier, c'est impossible. C'est juste, il n'y en a pas qu'un. Eh bien, en l'occurrence, c'était un entretien qui était intéressant parce que l'entreprise s'était rendue compte que la segmentation n'était pas claire. Donc c'est vrai qu'il faut segmenter aussi sa clientèle. Et si l'on a bien fait cette segmentation, on peut savoir aussi quelles sont les catégories de clients. Et on n'a pas forcément besoin de parler avec tous les clients, mais avec les plus gros clients, peut-être. Comment donc analyser cette satisfaction? Ça, c'est une grande question. Et puis, il y a une autre grande question, c'est la technologie, les tendances technologiques. En quoi sont-elles pertinentes aujourd'hui? Ce que nous recommandons, c'est de discuter avec les fournisseurs, avec les prestataires informatiques. Il y a beaucoup de congrès, beaucoup de possibilités d'échange. Et enfin, troisièmement, la question des données. Grande question, grand défi. Quelles sont les données stratégiques? On collecte énormément de données et il est très difficile de déterminer quelles sont les données dont on veut, dont on a besoin. Ça prend du temps. Je vous pose donc la question, quelles sont vos données stratégiques? Comment les avez-vous définies dans votre entreprise? Sont-elles définies? Chez nous, il existe des objectifs à 2 ou 3 ans
Ainsi, nous savons où nous allons. Des enquêtes ont été faites avec les clients. Maintenant, nous ne vendons rien. Nous proposons des prestations de services, mais pas des produits. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est ce que j'entends souvent. On nous dit souvent, en fait, nous, on n'a pas de clients. C'est un peu un état d'esprit. Avoir une clientèle, c'est un état d'esprit. C'est ce qui va permettre de savoir quelles sont les données pertinentes. Parfois, on a des promesses qu'on fait aux clients. Par exemple, on va respecter les délais de livraison à 93%, on va fournir telle ou telle quantité, etc. Donc, c'est là qu'on avait des seuils, des critères de performance. Il faut bien prendre le temps de définir ces critères stratégiques, ces données. Et il faut savoir aussi ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut atteindre. Donc, c'est une phase d'analyse. Je vous repose une question maintenant. Est-ce que vous travaillez ainsi ? Il faut distinguer entre l'interne et l'externe. On peut aussi vouloir progresser à l'interne. Le plus souvent, en fait, l'enjeu, c'est des compétences clés. Une fois qu'on a des données et qu'on voit la suite de cet itinéraire, la question sera de savoir comment on peut proposer quelque chose aux clients, quelles sont les compétences clés à développer pour avoir quelque chose à offrir. Et comment on crée quelque chose pour le client. Chez nous, par exemple, il y a eu un événement à l'attention des clients. Nous en avions invité beaucoup. Tout le monde n'a pas pu venir, évidemment. Mais nous avons quand même pu faire le point sur les besoins. On a donné l'occasion à ces clients de consommer, de donner des retours. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Est-ce que ça a eu un effet positif? Oui, tout à fait. Alors, cette opportunité a été très appréciée. C'est ce qu'on nous a dit. C'était une visite chez nous qui a d'ailleurs débouché sur de nouveaux rendez-vous où on a pu parler plus concrètement des besoins. J'ai accompagné une fois un projet d'une société qui était leader dans son secteur, mais qui avait une baisse de performance qui devait donc renouveler un peu son orientation stratégique. Cette entreprise a défini les données stratégiques et a essayé de s'améliorer, mais en dialogue avec les clients. Donc, la solution passait par l'implication des clients. Il a fallu comprendre pourquoi on s'était retrouvé dans telle ou telle situation. Et c'était une très bonne expérience avec les clients. Après 2 ans, l'entreprise a pu récupérer l'exclusivité pour sa prestation et les clients avaient la satisfaction d'avoir participé au processus de conception, de création. C'est vrai qu'il vaut la peine de choisir, de sélectionner certains clients et d'en retirer des expériences qu'on peut reproduire sur d'autres clients. Il a fallu, dans ce cas-là, se demander quelles étaient les compétences clés et se demander si l'on avait peut-être quelque chose à apprendre en plus. Ça n'est pas facile de parler de ces compétences clés. Nous avions à la HES l'année passée un module qui portait justement sur les compétences clés. Mais au fond, c'est quoi ces compétences clés?
J'aimerais vous donner un exemple qui ne remonte pas à un workshop que j'aurais donné, mais c'est un exemple qu'on entend souvent. Beaucoup d'hôteliers en Suisse disent quelle est la compétence clé? Eh bien, c'est d'être aimable. Et comment est-ce qu'on se distingue? Comment est-ce qu'on se démarque des autres? Être aimable, c'est une compétence clé, mais c'est très difficile d'affiner. Beaucoup d'entreprises doivent se poser cette question. Au fond, qu'est-ce que je sais bien faire? Un client, par exemple, était extrêmement performant dans la production de gélatine. C'était vraiment une des compétences où cette entreprise était meilleure que la concurrence. C'est ce qui lui permettait de se démarquer, de marquer des points auprès des clients. Je repose la question au fond de la salle à une personne qui nous dira où se trouve sa compétence clé. Vous travaillez dans une administration. Quelle est votre compétence? Je dirais que c'est la réalisation précise et dans les délais de processus, et ce, en conformité avec la loi. C'est ce que nous offrons aux clients. Donc, on a là un défi, une attente. Et votre compétence, c'est quoi? C'est de savoir comment parvenir à relever ce défi. Connaître les lois, connaître les procédures, solutionner un problème. C'est une manière très générale de dire. Vous le sentez, hein, ça n'est pas facile de mettre des mots sur une compétence clé. Est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est le savoir-faire du personnel? Est-ce que c'est le développement? Et c'est là que l'on doit se poser des questions. C'est un peu un regard dans le miroir. C'est comme si je vous demande qui vous êtes, ce qui vous distingue. C'est compliqué pour tout le monde, mais c'est important d'en parler, y compris à l'interne. Une fois que je sais quelles sont mes compétences clés, où est-ce que ça m'amène? À ce moment-là, je peux repenser mon modèle d'affaires, repenser mes tarifs, ma politique tarifaire. Et c'est quoi l'écueil finalement dans un modèle d'affaires? Qui a fait des ajustements au niveau du modèle d'affaires dernièrement? Est-ce que je peux me tourner vers vous? Bon, des modèles d'affaires dans une administration, c'est un peu compliqué. Mais je vais dire des choses ainsi. En fait, c'est la loi qui décrit quelle doit être l'étendue des prestations. Donc les attentes sont parfois en décalage par rapport à ce cadre. Et mon rôle dans cette histoire, c'est de réduire ce décalage au minimum, d'avoir aussi une pensée plus liée à l'économie privée, de penser aux clients. Celui qui passe commande doit avoir des bonnes compétences, parce que le prestataire, finalement, doit avoir une bonne consigne pour fournir ce qui est nécessaire. Excellente intervention. Est-ce que vous saviez que les innovations
ne sont pas fondamentalement des choses nouvelles. Est-ce que vous en aviez conscience? C'est une étude qui l'a dit, c'est le modèle de management de Saint-Gall qui le dit. Ce que nous voyons, percevons comme une innovation n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je trouvais votre intervention vraiment intéressante. Une innovation, généralement, c'est juste une réorganisation de ce qu'il y avait déjà. Et c'est ça qui a mené à une innovation. Et c'est pour cela que votre énoncé me paraît très intéressant. Beaucoup de communes sont en passe de numériser beaucoup de processus. Et c'est aussi une façon d'ajuster à un modèle d'affaires, parce que ça peut déboucher sur une nouvelle prestation. J'affirme donc que des communes, des administrations peuvent tout à fait aussi réfléchir à revoir des modèles d'affaires. On parle de co-creation, de collaboration en anglais, c'est peut-être un terme qui vous dit quelque chose. Est-ce que vous avez déjà procédé à de la co-création avec les clients? Non, je travaille aussi dans une administration. D'accord, je tourne ma question autrement pour filer un peu cette idée. Et si vous vous lanciez dans un processus de co-création avec vos clients, donc avec les citoyens? Bon, imaginons que dans la mensuration, le canton procédait à un tel processus avec vous. En fait, nous sommes en échange régulier, nous avons aussi des échanges bilatéraux. Cela pourrait donc donner lieu à une nouvelle plateforme sur laquelle nous pourrions plancher pour voir quelles sont les attentes des citoyens, et nous pourrions nous demander jusqu'où nous avons le droit d'aller. Je crois que ça fait du bien d'avoir ces échanges. Il y a 10 ans, nous avions eu des discussions, des tractations difficiles, mais nous avons pu démêler la situation pour travailler ensemble et avoir un lien de confiance. Voilà, cette co-création n'engage pas seulement le client, il y a aussi des partenaires, des fournisseurs. Donc l'échange est vraiment multiple. La co-création, c'est en fait quelque chose qui implique toute la chaîne de valeur. Ça ne concerne pas seulement l'administration. Et dans un processus numérisé, digitalisé, cette chaîne de valeur est devenue plus perméable. Cela fait maintenant longtemps que je conseille des entreprises ou que j'accompagne des projets. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des points de contact. S'il n'y en a pas, on fait des erreurs. Si un processus n'a pas ces points de contact, a des barrières imperméables, cela veut dire que quelqu'un d'autre doit réfléchir aux mêmes questions et il y a une source d'erreur plus importante parce que les données ne sont pas transférées, transmises automatiquement. Et dans la co-création, on a des plateformes qui sont en développement maintenant. Ces plateformes réunissent autour d'une même table différents acteurs qui vont essayer d'améliorer les chaînes de création de valeur. Une fois que j'ai adapté mon modèle d'affaires et que j'ai prévu une phase de co-création avec le client, eh bien, je reviens dans mon environnement administratif et je dois me positionner. Alors, je pourrais poser la question de façon un peu provocatrice. Pourquoi, en tant que citoyen, j'irai habiter dans telle commune plutôt qu'une autre? La réponse pourrait être bien qu'il y a des raisons fiscales ou qu'il y a
une offre numérique beaucoup plus poussée dans telle commune. Ça, c'est aussi du positionnement. Moi, j'habite par exemple à Zutzwil. Qui connaît Zutzwil? Les Saint-Gallois? Alors, on est un peu dans la région de Wil et on a un slogan dans cette commune de 4000 âmes à peu près. Nous sommes une commune vivante et sympa. Quelque chose de très banal. Alors ce logo, ce slogan, je me dis qu'il n'incite pas vraiment à venir habiter là, et ça n'est certainement pas pour cette raison-là que je suis allé vivre dans cette commune, et je me vois d'ailleurs bien déménager. Là, en tout cas, je trouve qu'il y a aussi un vrai décalage par rapport à la réalité, parce que dans les faits, quand on va à l'administration communale, on ne ressent pas ce côté sympa et vivant. Par contre, si on communique par le biais des réseaux sociaux, on a peut-être effectivement quelque chose de plus vivant. L'administration communale peut proposer des prestations par ces biais-là, peut avoir un contact, un échange, recevoir des retours. Et c'est pareil dans le privé. Sur les canaux numériques, j'ai beaucoup plus d'interactions qui sont possibles que si je pose une affiche sur un mur. Ça, c'est la voie analogique. Mais quels sont les écueils, quels sont les risques des canaux numériques? Que vous soyez dans le privé ou dans l'administration, qui est-ce qui a un réseau numérique, des canaux numériques? Quelles sont vos expériences? Il faut que ce soit vivant et non pas poussiéreux. Il faut aussi que ce soit authentique. Si on communique en disant qu'on est la meilleure commune dans ceci, la commune la moins chère dans tel autre domaine, on s'expose et ça se retourne contre vous. Ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir un langage commun, de se comprendre. Si on doit expliquer ce qui ne fonctionne pas, ça risque d'être parfois compliqué de le faire par ces canaux. Oui, il y a ce problème des attentes extrêmement élevées des clients. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où veut-on aller? C'est souvent la grande question. Une commune ne peut pas forcément prendre ses décisions. Quel est le risque si on communique de façon maladroite, notamment sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est que cette communication maladroite se diffuse très très rapidement. Ça peut être un gros problème aussi pour une entreprise. Donc ces canaux numériques, à la base, c'est quelque chose de positif. Mais c'est aussi un gros défi parce qu'on doit savoir ce que l'on va communiquer, ce que l'on veut communiquer. On est dans le récit. Je ne suis pas dans la vente pure d'un produit, je dois vraiment proposer un narratif, trouver une manière de raconter ce que je fais. Le marché produit un nombre X de blogs sur LinkedIn. Et puis, il y a des valeurs qui changent parfois d'un bloc à l'autre. On a un intervalle qui est très régulier.
Et c'est vraiment important dans le contexte numérique de renouveler sa présence à intervalles réguliers. Donc le narratif, on n'a pas besoin de le réinventer à chaque fois, mais il faut qu'il y ait une suite. Les canaux numériques, qu'est-ce que ça peut apporter? Quel avantage y a-t-il dans les réseaux sociaux en termes d'attente de clients que l'on cherche à comprendre? Eh bien, c'est que l'on développe une idée de communauté. Qui d'entre vous a un compte Twitter ou Facebook? Sur Twitter, par exemple. Combien avez-vous de followers? Qu'est-ce qui se passerait si vous sortiez maintenant un communiqué sur Twitter, sur votre fil, pour parler du GeoSummit? Combien auriez-vous de retours? Moi, je ne suis pas sur Twitter. LinkedIn, peut-être? Donc là, il y a des personnes qui viendraient parce que vous leur avez suggéré de venir. Donc vous avez une certaine influence sur une communauté autour de vous. Et c'est exactement ce que les entreprises, ce que les administrations font aussi. Dans ces communautés, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur Twitter? C'est un compte entreprise ou... Quelles sont les infos que vous allez chercher? C'est un canal que nous utilisons pour diffuser nos informations. Il y a parfois des réponses, des retours. Et puis, ça fait partie du paysage aujourd'hui. Si l'on veut vivre avec son temps, il faut avoir ces interactions. Et on passe plus de temps à nourrir ces fils. Effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais je vais poser une question qui m'intéresse, qui vous intéressera peut-être aussi. Est-ce que le travail que l'on investit a des retombées qui en valent la peine? C'est impossible à mesurer. Pourquoi pas? Bon, je peux être très actif sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas quel impact ça aura. J'aurai ma présence, j'aurai ma visibilité, mais je ne sais pas combien j'aurai généré de ventes et de mandats. Alors on pourrait savoir si sur la durée on faisait un lien. Il y a des instruments technologiques, on saurait d'où viennent les commandes. Oui, quand on vend des produits peut-être, mais avec des prestations, c'est plus compliqué. Comment se fait-il que tel client est venu chez moi? Bon, en marketing, de manière générale, c'est vrai que c'est difficile de faire ces mesures. Et puis, est-ce que tout ce travail en vaut la peine? Qu'est-ce que ça apporte? C'est pareil pour les canaux de communication analogiques. Un encart publicitaire dans le journal, etc. C'est un peu les mêmes problèmes aussi. Eh bien, ce que nous voyons au Strategy Lab, c'est que si l'on ne communique pas du tout, il n'y a pas de téléchargement depuis notre page, il n'y a pas de stratégie check qui sont effectués. Tout cela, on peut le suivre, on peut l'observer. Quand on est muet, il n'y aura personne qui viendra sur notre site. Mais il y a encore d'autres aspects. Par exemple, on veut avoir une recommandation, savoir quel produit est de particulièrement bonne qualité.
Si on veut lancer un nouveau produit, on imagine comment on va le concevoir et il faut quand même passer du temps à vérifier, à tester. Paul parlait du Minimum Viable Product. Une fois que j'ai conçu un tel produit, je peux faire des expériences auprès de ma communauté et avoir des retours. C'est un gros avantage. On peut aussi s'interroger sur les moteurs de recherche. Est-ce qu'on figure en première page ou en 7e page des résultats? Combien y a-t-il de requêtes par le biais des moteurs de recherche? En termes de marketing, c'est intéressant. C'est juste, en marketing, on peut découvrir énormément de choses par rapport au nombre de clics. Lorsque nous envoyons des contenus par mail, nous savons quelles pages ont été consultées, pendant combien de temps les personnes ont consulté ces pages, quels documents ont été ouverts, téléchargés. Nous essayons vraiment d'en savoir un maximum sur le comportement des usagers pour avoir une offre adaptée aux besoins. Et c'est effectivement aussi cet aspect-là qui compte en marketing. Il faut connaître la communauté et avoir un accès ciblé. Il faut aussi savoir quel est l'impact du produit que l'on propose. Si l'on organise un atelier et que 10 000 personnes s'inscrivent, il faut pouvoir offrir une place à 10 000 personnes. Ça n'est pas forcément simple. Et les canaux numériques sont excellents pour comprendre, connaître ce genre de circonstances. Il y a donc des effets d'échelle. Il faut être capable de s'adapter. Des expériences, des exemples. Nous avons lancé beaucoup de campagnes. Nous nous sommes élancés avec une grande euphorie. Nous avons atteint un grand public. Si on a beaucoup de retours, c'est qu'on a passé par le bon canal. Et sinon, on s'est peut-être simplement trompé de canal. Je crois qu'il faut être très attentif, ne pas tout envoyer en numérique par le biais des canaux numériques. Merci. Dans l'administration, on a encore le problème que tous les contacts ne fonctionnent pas en mode numérique. Nous devons aussi intégrer les franges de la population qui ne sont pas encore passées au numérique. Nous devons proposer un accès numérique à ces qui l'attendent, mais si l'administration est entièrement numérique, ça devient extrêmement impersonnel et tout ne se fait pas en un simple clic. Il y a aussi une qualité importante dans des entretiens, dans des rendez-vous personnels. Et je pense que c'est important de trouver un bon équilibre. Il faut que des personnes soient capables de donner les renseignements dans les différents cas de figure. Si on se retrouve au bout du fil avec quelqu'un qui ne peut pas vous renseigner, c'est désespérant. Voilà, il faut trouver
un temps stratégique, il faut savoir ce que l'on veut obtenir en prenant telle ou telle voie, telle ou telle option. Revenons à la fin. Bon, entre l'étape 11 et l'étape 12 de l'itinéraire, franchement, peu importe le chemin qu'on choisit de prendre, mais passons à l'environnement du travail, au monde du travail. Le monde du travail 4.0 est-il important à vos yeux? Comment voyez-vous cela? Est-ce que vous imaginez votre environnement comme étant très développé? Ça vous fait sourire. La pandémie a fait avancer les choses, mais c'est un processus. Les travaux ne sont pas accomplis. Nous en sommes aussi à sonder si les différentes nouvelles possibilités sont acceptées. Le télétravail fonctionne, les services en ligne fonctionnent. La conduite à distance, c'est plus compliqué, mais ça peut fonctionner. On a un environnement libéralisé par rapport à l'avant-pandémie. Libéralisé, c'est-à-dire que tout est plus mobile et flexible. Il y a moins de présence sur place. Et nous en sommes à trouver le bon équilibre. Vous avez soulevé 3 points importants si je vous entends parler. People, Place, Technology. C'est exactement l'objet de notre étude de 2019. Quelles sont les interférences entre ces trois aspects-là? Et quel est l'impact d'un travail mobile, flexible, d'un télétravail? Je sais d'une personne qui, pendant les vacances scolaires de février, avait essayé de travailler de façon flexible, mobile. Elle a décidé de travailler en Valais pendant 1 mois. L'expérience s'est révélée concluante. Mais pour que ce monde fonctionne de façon mobile et flexible, que faut-il? De la confiance. On est là dans l'aspect people, l'aspect des personnes. Mais avant ce lien de confiance, de quoi ai-je besoin? Voilà, j'ai besoin de technologie, de logiciels, d'infrastructures. Ça, c'est la base. Cela me rend mobile, ou en partie du moins. Pour ce qui est de l'aspect place, pas plus tard que ce matin, une entreprise m'a présenté une facture sur papier. Il m'a expliqué, quand je reçois une telle facture, eh bien, je dois la viser, je dois passer d'un service à l'autre. Que faut-il pour avoir un travail flexible? Il faut des processus numérisés, voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. S'il faut passer au bureau d'à côté. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre la dimension people et la dimension place. Mais le personnel, que doit-il savoir faire? Ils doivent être formés, ils doivent être capables d'utiliser ces logiciels. Et ils doivent comprendre le concept qu'il y a derrière. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, dans vos communes. Actuellement, beaucoup d'entreprises réfléchissent à repenser les surfaces de bureaux
à unifier peut-être différents sites. On a des espaces ouverts communs, on a des sortes d'alcôves pour faire des téléphones de façon un peu plus privée. Et puis, il y a des activités. Donc, mes déplacements suivent mon activité professionnelle. Et le collaborateur, la collaboratrice doit apprendre à travailler ainsi, doit comprendre ce qu'on a retenu comme leçon. Les générations plus jeunes, la génération Z, n'ont pas beaucoup de peine à s'y mettre, mais pour nous, un bureau, c'est un espace où on a une table de travail, un espace de travail qu'on partage peut-être avec une autre personne, et maintenant on évolue dans des espaces, dans des spaces. Et c'est un changement de paradigme qu'il faut préparer. Si on considère le bureau non pas comme un seul espace, mais qu'on dit que le bureau implique aussi d'avoir un bureau à la maison, il faut apprendre à partager son temps entre l'un et l'autre bureau. Le marché dira, voilà, chaque entreprise doit voir comment elle peut motiver son personnel à revenir au bureau. Mais je dois aussi comprendre pourquoi il convient mieux d'être au bureau qu'à la maison, au home office. Chacun doit avoir une approche nouvelle, doit comprendre ce qui est intéressant. Et il y a aussi une question sécuritaire. Il y a énormément d'attaques, de cyberattaques perpétrées contre les infrastructures informatiques. Le phishing, etc. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi les enjeux, ne sont pas au courant des dangers qui existent. Et donc, il est devenu plus facile, potentiellement, d'attaquer ces réseaux informatiques. Qui d'entre vous va fermer les rideaux, baisser les stores dans la salle de bain? Pour autant que la salle de bain est une fenêtre. C'est un réflexe que nous avons, toutes et tous. Personne n'aimerait qu'on le voie prendre sa douche depuis la rue. Mais dans le monde virtuel, on n'a pas ce réflexe. Ces réflexes-là, il faut les acquérir, il faut les apprendre. Quand on parle de monde du travail, on doit envisager l'avenir et se poser des questions d'ordre culturel. C'est des sujets qui viennent, qui reviennent sans cesse. Est-ce que chaque entreprise est vraiment à même de travailler de manière flexible et mobile? Est-ce que c'est la volonté de chacun? Il y a des mondes professionnels qui sont composés de sites de production, dans des sites administratifs. Il faut donc revoir les processus et voir s'ils sont adaptés. Il faut voir aussi si les collaboratrices, les collaborateurs sont prêts à jouer le jeu. Jusqu'où est-on prêt à aller? Si on se fait cette réflexion et qu'on pense à tout le processus de transformation, il y a 4 éléments qui sont primordiaux. Lesquels? Premièrement, la gestion du projet sur un axe temps. Deuxièmement, la gestion du changement au niveau de l'esprit. Troisièmement, la conduite. Parce qu'on a ce lien de confiance qui dépend de quoi? Eh bien, qui dépend de la présence. C'est l'habitude qu'on a. On se lève et on peut tout de suite se rendre compte qui est au bureau, qui est à côté, qui est en face. Or, c'est sur ce principe-là que repose la conduite. Dans le travail mobile, c'est la performance qui est primordiale. On laisse une certaine liberté et on fait confiance aux personnes pour qu'elles performent dans le temps imparti. C'est un processus
de changement, il faut donc des compétences numériques, il faut tout un attirail de compétences. Et ça se vérifie dans un projet que nous accompagnons, qui est un projet semi-étatique. Il y a là plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs. Pour chaque fonction, il s'agit maintenant de se doter d'une gestion de compétences qui fonctionne dans l'environnement 4.0. Et nous voyons que les choses sont extrêmement complexes. On va vraiment en profondeur pour ensuite remonter à la surface. Et on est en train de développer maintenant une feuille de route, un tel itinéraire, pour définir ce dont un cadre doit être capable pour faire son travail dans un environnement mobile et flexible. Mais cela vaut aussi pour les autres niveaux hiérarchiques. Il faut aussi demander quels sont les éléments clés pour que le travail reste attrayant et pour que le personnel soit impliqué. Dans mon expérience, les ressources humaines sont encore au siècle dernier ou avant-dernier. Effectivement, ce que vous dites a trait au processus de changement. J'aime bien citer Marc. Marc, souvent, a tendance à trouver qu'il faudrait remplacer tous les cadres moyens. Le top management est convaincu, le personnel aussi, mais les cadres intermédiaires ont un peu du mal à trouver leur place, se dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, la réponse est toute simple. Il faut prendre tes responsabilités. Ne sois plus un simple monkey manager. Pour les cadres, le rôle n'est plus le même. Il faut maintenant déléguer et organiser le réseautage. On n'est plus dans l'opérationnel au jour le jour. Donc moi, je n'irai pas, comme Marc a dit, jusqu'à dire qu'il faut supprimer les cadres intermédiaires, mais je suis tout à fait d'accord que les ressources humaines ont un rôle extrêmement important. Les relations humaines ont tendance à se réfugier derrière des processus qui doivent absolument être numérisés pour que les RH soient aussi des acteurs, au sens vraiment actif du terme, des acteurs du changement. Ils ont aussi un rôle à jouer dans la motivation du personnel. Nous voyons souvent dans les entreprises que le personnel est réduit à ce niveau hiérarchique du personnel. Alors on a un peu ce sentiment-là, bon, je suis d'abord collaborateur, un jour je serai peut-être cadre, et puis peut-être qu'un jour je serai à la direction. Être collaboratrice, collaborateur, ça ne compte pas vraiment. Il faut sortir de cette logique. Et c'est un changement qui est en cours. Les RH ont un grand impact là-dedans. Et il y a un changement, un développement à faire. C'est vraiment le noyau dur de ce concept de travail 4.0.
d'expérience, que diriez-vous de la volonté d'apprendre? Après le télétravail, j'étais très heureux de rentrer. Je n'étais pas particulièrement heureux de devoir changer mes habitudes. On ne peut pas parler des employés comme d'un groupe homogène. Il y a des personnes qui ont besoin de structure, d'autres qui n'en ont pas besoin. Une entreprise ne peut pas forcer la main à ses employés. On ne peut pas les obliger à travailler de manière flexible. À mon avis, nous ne devons pas être trop négatifs. Si vous êtes du genre à aimer aller au bureau, eh bien, soit. Au début, j'aurais peut-être eu tendance à trouver que tout le monde doit, ma foi, prendre de nouvelles habitudes. Maintenant, je crois que on ne doit pas être aussi catégorique. Quand on se met dans un cadre classique, on voit la table avec la nappe, les 4 chaises, quelques portraits de famille. Ça, c'est quelque chose qui date. Aujourd'hui, on n'en est plus là, et c'est pareil pour les entreprises. Moi, je ne forcerai personne à travailler à la maison si l'on n'est pas obligé à le faire. Il y a des personnes qui m'avaient dit qu'elles n'avaient pas les moyens de travailler à la maison. Et on a trouvé une autorisation. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a quelque chose qui me gêne. Dans mon expérience, les compétences numériques ne peuvent pas être quelque chose de contraint. Il faut accepter qu'une part de la population ne va pas développer de compétences informatiques. C'est comme ça, il faut qu'on l'accepte. Nos processus numériques sont bien jolis, mais pour une partie de la population, ces processus ne seront jamais accessibles, ne conviendront jamais. Peut-être qu'il faut laisser passer un peu de temps, que certains problèmes sont liés à des générations qui n'ont pas grandi avec le numérique, mais je ne pense pas que dans 20 ans, tous les problèmes seront résolus pour autant. Il faut accepter qu'une partie des personnes n'auront pas envie, n'auront pas les compétences numériques. Ces personnes-là vont peut-être utiliser des instruments numériques, mais le feront mal. On aura au final un mauvais résultat. Je n'ai pas de réponse à cette question de processus. Je ne sais pas où on en sera dans 20 ans, mais je vois que beaucoup de processus peuvent être numérisés, ne le sont pas encore. Et de toute façon, il y aura aussi un après, il y aura une suite, un impact sur les ressources de travail. Et ces ressources, il faut les préparer à l'avenir. C'est ce que je vois dans notre projet. Si j'attends la dernière minute pour agir, ce sera trop tard. La gestion stratégique de ressources humaines consiste à se demander de quoi sera fait l'avenir de mon personnel. Quelle sera l'employabilité de mon personnel à l'avenir? Mais vous avez raison, en soi. Encore une question? Nous avions essayé d'introduire le travail flexible dans un grand espace de bureau il y a 10 ans. Ça n'avait pas fonctionné, les personnes avaient leurs habitudes, allaient toujours au même bureau.
Dans le numérique, il faut des liens de confiance. Comment travailler ensemble quand on n'est pas au même endroit? Comment faire confiance aux nouveaux venus? Peut-on déléguer? Va-t-on se faire déléguer des tâches? Eh bien, je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Nous avons lancé des projets de manière virtuelle avec certains clients pendant la pandémie. Tout s'est fait de manière virtuelle, de A à Z, de la demande jusqu'à la fin du projet. Et c'est vrai, je confirme que c'est difficile. Et ça a beaucoup aidé de voir les personnes ou de les connaître pour les projets qui avaient été lancés déjà avant la pandémie. Maintenant, il y a des personnes qui sont tout à fait capables de travailler virtuellement, mais en fin de compte, c'est sans doute l'équilibre qui sera la meilleure réponse. Il faut trouver un équilibre. On aura les deux formules en parallèle. Quand je discute avec les gens, je suis toujours surprise de voir qu'on a cette ouverture aux deux formules, mais qu'après, on a un règlement qui dit qu'il faut quand même 60% de temps de présence. Et puis, ces 60% me paraissent étranges. Où est la flexibilité? Je pourrais travailler à 60% au bureau. Le matin, entre 8 et 10, il y a trop de trafic, donc je m'occupe de mon courrier électronique à la maison. Je viens un peu plus tard au bureau. Je travaille peut-être jusqu'à 19 heures. La flexibilité n'est pas encore partout. Il y reste beaucoup de domaines dont on pourrait discuter pour définir l'environnement de travail de demain. Mais ce qui est sûr, c'est que le contact social s'établira au mieux en présentiel. La communication verbale, c'est 10%. Tout le reste, c'est ma mimique, c'est ce que vous voyez, c'est ma gestuelle. Voilà tout ce que je communique et la confiance passe par là. C'est ainsi que se mettent en place ces liens de confiance. Et virtuellement, c'est plus compliqué. Autre exemple, je sais que le temps passe, mais dans un projet, j'avais face à moi, à l'écran, deux femmes qui étaient très jolies. Je me disais, oh, elles sont choues. Mais une fois je les ai eues, en vrai, devant moi, en présentiel, elles étaient choues, mais elles étaient beaucoup plus grandes que ce que j'imaginais. Je me disais, mais ça m'avait paru être d'autres personnes et j'ai dû retrouver d'autres repères dans ma relation personnelle avec ces dames. J'ai dû m'accorder et c'était intéressant. Voilà, le monde du travail 4.0, vous le voyez, est un sujet très important pour la stratégie, mais il y a aussi la question des instruments qu'on va utiliser pour communiquer. Il y a la question des processus qu'on peut numériser, par où commencer, qu'est-ce qu'on peut automatiser. Et puis la question des données. De quelles données disposons-nous? Quelles données allons-nous alimenter dans notre système? Je ne sais pas si vous avez déjà participé au lancement d'un système ERP. Moi, j'ai eu cette joie-là en tant que chef de projet. Je m'étais dit, ou plus jamais. C'est toujours la même chose. Garbage in, garbage out. Tout dépend de la qualité des données. Si l'on veut travailler de manière numérique, il faut avoir un bon système de gestion de données, il faut une bonne qualité de données. Plus on a des données, plus il faudra cultiver cette base de données. Puis vient la question de la cybersécurité, des mesures à prendre. Si l'on veut travailler, vivre dans un monde numérique, il faut
se demander comment on peut se protéger, pas seulement en tant qu'individu. Il s'agit aussi de protéger les autres, les personnes avec qui on communique, et puis protéger son entreprise, ne pas prêter le flanc à des cyberattaques. Marc a participé à une étude qui montrait qu'en Suisse, on est peut-être leader en termes de sécurité dans l'économie de marché, mais pour ce qui est de la cybersécurité, nous sommes extrêmement vulnérables. Nous ne sommes pas du tout en tête, nous sommes en 43e position. Sujet hautement important donc en termes de stratégie. Si nous voulons être mobiles, flexibles, numériques, comment allons-nous nous protéger? C'est un sujet qui va gagner en importance. Voilà, vous l'avez vu. Voilà la phase Create, le C de ACT. Donc, une fois qu'on a fait le tour de ces questions stratégiques, reste la mise en œuvre. Eh bien, la mesure va être la grande question. Comment allez-vous mesurer l'avancée de votre application, de votre implémentation dans le niveau opérationnel? Vous avez vu qu'il y a beaucoup de discussions qui vont prendre du temps, qui vont être intenses. Eh bien, ça ne s'arrêtera pas d'un coup, il ne faut pas laisser les choses s'enliser, il faudra faire un suivi. Et il faudra avoir des chiffres clés pour suivre l'évolution. Et puis pour ce qui est de l'implémentation, là aussi, l'implication des employés va être extrêmement importante parce que les idées viennent parfois du bas. Les employés vont pouvoir participer à concevoir les processus. C'est ce qui est important dans le changement, mais c'est quelque chose qui va rester vrai aussi. Il faut trouver un moyen de mêler l'opérationnel et la réflexion. Keep transforming. Le T ne vaut pas seulement pour la transformation, mais la transformation doit se faire de façon répétée, renouvelée. Voilà, il est 12:10. Est-ce que vous avez une question sur ces 24 points stratégiques? Ou est-ce que vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas fait le tour de ces 24 thèmes stratégiques? Vous n'aviez encore pas pris la parole? Vous parlez de la compétence du personnel. C'est ce que j'entends souvent. Il faut des employés compétents. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que le personnel manque encore de compétences? Je pense que c'est important. J'entends souvent parler de ce besoin de compétences au sein du personnel. Et je pose alors la question, est-ce que vous avez le sentiment que le personnel manque de compétences? Le constat, c'est qu'on est dans un processus. Je m'occupe aussi de formation dans l'économie privée auprès de jeunes cadres. Je crois que le dialogue doit encore être promu.
C'est peut-être une question de génération, mais il y a des personnes qui ont d'autres attentes au sein du personnel. Et c'est parfois difficile de percevoir quelles sont les attentes, d'envisager un chemin commun. Je ne dis pas qu'il faut intervertir des postes, qu'il faut changer certains pions, mais il faut quand même faire attention à ce que les poissons soient répartis dans les bons aquariums, si je puis dire. Que chacun se sente au bon endroit. Et parfois cet aquarium, il faut aider à le trouver. Aujourd'hui, souvent, c'est quelque chose qu'on néglige. On accompagne un employé jusqu'à la porte, mais après on lui dit « maintenant débrouille-toi ». Or, dans un processus de transformation, je suis convaincu qu'un entrepreneur, une entreprise, a la responsabilité d'accompagner le personnel jusqu'au bout. Et dans les processus de changement, on voit qu'il faut des forces vives, qu'il faut lancer un nouveau processus. Et une fois que ça fonctionne, les autres personnes vont se rallier à cette même cause, à ce même projet. Ça, c'est ce que dit l'expérience. Merci pour votre retour. C'est un retour qui vous fait sourire. En tant qu'employeur, j'ai une responsabilité de former le personnel, de lui proposer une formation continue. Beaucoup de secteurs se trouvent confrontés à ce problème. Quand je parle de mon avis, c'est que c'est mon avis qui n'est pas directement lié à des recherches qui ont été menées. À mon avis, ce problème, il ne va pas être résolu par le monde du travail 4.0, qui n'est pas une formule miracle. Mon entreprise est composée de 4 bureaux plus petits qui ont fusionné. Et nous avons eu un dialogue avec tout le personnel. C'était vraiment l'étape la plus importante. Nous avons dû sonder les besoins et nous avons donné l'opportunité à chacun de s'exprimer. On n'était pas seulement dans une optique où la direction donnait la voie à suivre. Donner de la flexibilité, c'est extrêmement important aussi. Sans cela, c'est impossible de fédérer 4 bureaux avec 4 réalités différentes. C'est le grand défi lors de fusion. Et là, les 24 questions stratégiques doivent être traitées quasiment en même temps. Pour récapituler, on a donc ces 24 thèmes stratégiques. Quels sont les facteurs qui vont prouver que ça a fonctionné ou non? Il y a le change management, la gestion de la transformation. C'est quelque chose qui se joue au niveau émotionnel. Il faut convaincre les personnes. Et puis, il y a aussi la gestion du projet. Ça, c'est l'axe temps sur lequel on va évoluer. Je me souviens d'une étude que nous avions menée. Une entreprise allait entamer un changement, mais le personnel disait « nous ne sommes pas prêts ». Et le CEO disait « bon, il faut qu'on y aille,
Nous y sommes à 80%, il faut qu'on se lance, je ne peux plus attendre, il faut qu'on donne un signal. Et dans la gestion de projet, on a un triangle. Tout d'abord, on a l'euphorie. L'euphorie est suivie d'inquiétudes liées au coût. Et puis ensuite, il y a la question de la qualité. Et puis, il y a toujours un des trois facteurs qui va monter ou baisser. Le tout, c'est de savoir où on veut mettre la priorité. Et il faut quand même aussi des décisions dans un projet. Il faut donner un cap à suivre. Si on n'a pas le côté décision dans la gestion d'un projet, le projet va s'enliser, va se mourir. Et puis, il y a encore la question de la communication. Je l'ai vu la semaine dernière dans une jeune équipe. La gestion du projet était en fait bien maîtrisée. L'équipe voulait passer à la phase suivante. La phase suivante avait déjà été assortie de différents noms qui ont été soumis à la direction. Et la direction a répliqué « Stop ». On veut d'abord savoir comment se termine la phase 1 avant d'entamer la phase 2. Et vous ne dictez pas quel collaborateur va participer à quel workshop. Donc le project management était allé trop loin par rapport aux décideurs. Il y a donc eu un problème de communication. La communication, c'est aussi savoir quelles informations partager à quel moment et avec qui. Il faut donc embarquer des personnes à bord et on ne peut pas les embarquer au dernier moment. Si on informe au dernier moment, on aura mis les gens devant le fait accompli, ça crée des barrières. Donc pour vendre un projet, il faut communiquer, il faut au contraire écarter les barrières. Il faut susciter une certaine acceptation, un certain plaisir à participer. Et puis il y a le digital leadership. Il faut de nouveaux modes de conduite. Il faut des personnalités qui évoluent. Et puis, il faut informer, il faut former, parce que si les personnes ne sont pas bien informées, elles ne sauront pas quelle carte jouer à quel moment. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une journée très riche et bon appétit. Merci beaucoup.